Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le grand professeur Jeffrey Sachs pour discuter de la possibilité d'une guerre à propos de Taïwan. Merci encore d'être revenu dans l'émission. Glenn, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Donc il existe un grand risque que cette rivalité économique entre les États-Unis et la Chine dégénère en guerre. Et si une guerre devait éclater, Taïwan semble être le déclencheur le plus probable. Je voudrais donc d'abord vous demander, voyez-vous un scénario dans lequel Taïwan pourrait devenir une autre Ukraine, c'est-à-dire une guerre par procuration qui risque de s'étendre en un conflit plus large et direct? Absolument. Il existe de nombreux parallèles avec l'Ukraine. L'Ukraine est devenue, dans l'esprit américain, un territoire contesté dans une lutte avec la Russie pour savoir qui contrôlerait l'Ukraine. C'est une question étrange. La réponse, dans le cas de l'Ukraine, aurait dû être que l'Ukraine reste neutre, comme le prévoyait sa constitution d'origine et comme le souhaitait son gouvernement il y a 15 ans. Mais pour les États-Unis, la neutralité n'était pas suffisante. Ainsi, les États-Unis ont participé à un coup d'État en 2014 qui a amené au pouvoir un gouvernement pro-OTAN. Et il y a eu une lutte qui s'est transformée, bien sûr, en une guerre dévastatrice sur l'avenir de l'Ukraine. Taïwan, bien sûr, a des racines historiques complètement différentes, mais il y a une sorte de rivalité en cours. Et bien sûr, comme dans le cas de l'Ukraine, cela implique aussi une politique taïwanaise très active. Taïwan est un lieu complexe dans l'histoire chinoise. Et sans le long panorama, Taïwan faisait partie de la dynastie Qing, jusqu'à ce que le Japon en fasse une colonie en 1895, après avoir remporté la guerre sino-japonaise. Le Japon a gouverné Taïwan comme une colonie de 1895 à 1945. À cette époque, lorsque le Japon a été vaincu lors de la Seconde Guerre mondiale, Taïwan est revenu à la Chine, qui était alors la République de Chine, sous le règne de Chiang Kai-shek. Mais une guerre civile a éclaté en Chine peu après, entre le camp dirigé par les communistes sous Mao Zedong et le gouvernement nationaliste de la République de Chine sous Chiang Kai-shek. En 1949, les communistes ont proclamé la République populaire de Chine, avec Pékin pour capitale. Chiang Kai-shek, vaincu, s'est replié sur l'île de Taïwan et a déclaré le maintien de la République de Chine, avec Taipei pour capitale. Et c'est là la source de la complexité actuelle. En 1949, il y avait deux concurrents. L'un avait remporté le continent, l'autre s'était replié sur l'île. Tous deux déclaraient une seule Chine. Le gouvernement du continent proclamait la République populaire de Chine comme dirigeant de toute la Chine, c'est-à-dire l'Asie continentale, Taïwan et d'autres îles, tandis que Taïwan proclamait la République de Chine comme dirigeant de la Chine unique, continent et îles compris. Mais bien sûr, la République de Chine ne contrôlait que Taïwan et les îles environnantes, tandis que la République populaire de Chine contrôlait le continent, ainsi que l'immense territoire et la population de la Chine. Mais des deux côtés du détroit de Taïwan, il y avait l'idée d'une seule Chine, la question étant simplement de savoir qui gouvernerait la Chine. Eh bien, encore une fois, les complexités sont énormes. Mais les États-Unis étaient l'allié de la République de Chine pendant la Seconde Guerre mondiale et étaient farouchement anticommunistes après la guerre. Ainsi, lorsque la guerre civile a pris fin, les États-Unis ont continué à reconnaître la République de Chine sur l'île de Taïwan et n'ont pas reconnu la République populaire de Chine. Bien sûr, l'immense majorité de la Chine se trouvait sur le continent et était donc gouvernée par la République populaire de Chine. Les Nations unies ont reconnu ce fait contre l'opposition des États-Unis en 1971. Ainsi, le siège de la Chine à l'ONU et au Conseil de sécurité, qui avait été occupé par Taïwan, c'est-à-dire la République de Chine,
depuis la fondation de l'ONU jusqu'en 1971, a été transféré à la République populaire de Chine. À présent, Taïwan n'était plus représenté à l'ONU, et la Chine continentale, la République populaire de Chine, affirmait que toute relation diplomatique avec la RPC par un autre pays signifiait que ce pays souscrivait à la politique d'une seule Chine, qu'il n'existait qu'un seul gouvernement chinois, qu'il représentait l'ensemble de la Chine, et que ce gouvernement était la République populaire de Chine, dont la capitale est Pékin. Ainsi, partout dans le monde, presque tous les pays, à l'époque quelques dizaines, mais aujourd'hui très peu, reconnaissaient la République de Chine. Les États-Unis ont opéré ce changement en 1969, mettant fin à leur reconnaissance de la République de Chine à Taïwan et reconnaissant diplomatiquement la République populaire de Chine. Cela a également inauguré une ère de relations économiques étroites entre ce qui était alors une Chine continentale assez pauvre et les États-Unis. La Chine continentale est devenue le producteur de nombreux biens industriels de base, d'intrants et d'opérations d'assemblage pour l'économie américaine. Sur cette base, la République populaire de Chine a connu une croissance économique remarquable. On pourrait à juste titre dire, je pense, qu'il s'agit de la plus grande période de réforme économique de l'histoire mondiale, peut-être de 1980 à aujourd'hui, devenant une économie extrêmement sophistiquée, moderne, à la pointe de la technologie, une économie qui, en taille absolue selon la parité de pouvoir d'achat, est désormais plus grande que l'économie américaine. Eh bien, tout cela signifiait que, pendant plusieurs décennies, Taïwan est resté en marge. Mais lorsque les États-Unis ont changé leur reconnaissance diplomatique, ils ont également adopté une législation affirmant qu'ils continueraient à soutenir le statut de Taïwan et à rejeter toute réunification forcée de l'île avec le continent. Pendant ce temps, le continent affirmait, bien sûr, que Taïwan faisait partie d'une seule Chine. Et en réalité, Taïwan disait aussi que Taïwan faisait partie d'une seule Chine selon la constitution de la République de Chine, qui prévaut toujours. L'idée, pour Taïwan et les États-Unis, était que Taïwan disposerait d'une voie d'autonomie, disons, une indépendance de facto, non pas au sens politique et souverain, mais dans la pratique quotidienne de la politique, de l'économie et de la gouvernance, et que les États-Unis protégeraient Taïwan contre toute tentative de réunification forcée par le continent. C'est plus ou moins une description du statu quo actuel. Mais les choses sont devenues bien plus compliquées, si je puis dire. La raison en est que Taïwan et la Chine continentale ont toutes deux connu un succès économique extraordinaire, ce qui a également entraîné d'énormes changements politiques et géopolitiques. Dans le cas de Taïwan, ce grand essor a en réalité commencé avant celui de la Chine continentale. L'essor de Taïwan a débuté dans les années 1960 et l'île est devenue l'une des économies des tigres asiatiques, connaissant une croissance très rapide. Puis, à partir des années 1990, Taïwan est devenu le foyer de la fabrication de semi-conducteurs la plus avancée au monde, grâce à TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Cette entreprise produit environ 90% ou plus des puces les plus avancées au monde. Ainsi, Taïwan a connu un succès économique spectaculaire. Dans ce contexte, Chiang Kai-shek, le dirigeant d'origine, est mort en 1975. Peu après, son fils est devenu le deuxième dirigeant de ce qui était alors un gouvernement autoritaire. Mais à partir des années 1980, Taïwan a commencé à se libéraliser et à se démocratiser. Dans les années 1990, le pays est passé à un système démocratique électoral et en 1996, il a élu son premier président démocratiquement choisi. Ainsi, le parcours politique de Taïwan l'a mené vers la démocratie.
Parallèlement, environ 15 ou 20 ans après le décollage de Taïwan, disons environ 15 ans, la Chine a entamé sa rapide ascension. La Chine a connu une croissance économique incroyable pendant environ 40 ans, à un rythme d'environ 10% par an. Dans le cas de la Chine, cela a provoqué une réaction géopolitique de la part des États-Unis. La réaction géopolitique a été que la classe politique américaine en est venue à considérer la Chine d'abord comme une préoccupation, puis comme une menace, et maintenant, même si le terme n'est pas toujours employé, de facto comme un ennemi. À mon avis, c'est une grave erreur d'interprétation. C'est une forme de paranoïa ou une tentative des États-Unis de maintenir une hégémonie qu'ils n'ont plus. Je pense que les États-Unis se font des illusions de puissance. Je parle ici de la classe politique américaine. Ils ne comprennent pas que nous vivons dans un monde multipolaire. Ils veulent un monde dirigé uniquement par les États-Unis. La Chine est un affront à cela. Ainsi, il y a environ une dizaine d'années, les États-Unis ont adopté des politiques très hostiles à l'égard de la Chine. Vous avez mentionné la guerre commerciale comme l'un de ces instruments, mais cela va bien au-delà de la guerre commerciale. Cela s'étend à la montée en puissance militaire en Asie de l'Est, aux Philippines, en Corée, au Japon et dans d'autres bases militaires américaines. Cela s'étend à la diplomatie, avec la création d'instruments anti-Chine, comme le Quad ou l'AUKUS. Cela s'étend aux interdictions d'exportation de technologies et aux tentatives manifestes de contenir la croissance de la Chine. Et cela dure depuis une décennie. Enfin, remettons Taïwan au centre de cette histoire. À Taïwan, il existe une tendance de fond en faveur de l'indépendance. Un système démocratique, une nouvelle génération de jeunes sans les liens émotionnels ou expérientiels avec la Chine continentale, contrairement à leurs parents et grands-parents. Il y a donc un mouvement croissant en faveur de l'indépendance. Du côté continental, un mouvement grandissant, doté de pouvoirs politiques, militaires et financiers, insiste. Pas question, nous sommes désormais réunifiés. Croyez-le, car la Chine est très puissante. Du côté des États-Unis, il y a d'une part une angoisse face à la puissance de la Chine. Il existe une tentative assez généralisée d'affaiblir la Chine par tous les moyens. Et pour des politiciens américains mal intentionnés, je dirais dangereux, ils considèrent Taïwan comme un instrument à utiliser contre la Chine. De la même manière que beaucoup aux États-Unis voyaient l'Ukraine comme un moyen de provoquer la Russie. Le soutien américain à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN concernait surtout les États-Unis et l'affaiblissement de la Russie, pas vraiment l'Ukraine elle-même, qui a fini par perdre lourdement dans cette guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Ainsi, Taïwan fait désormais partie d'un affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et la Chine dit « N'osez pas intervenir dans notre politique intérieure ». Il n'y a qu'une seule Chine. Nous l'avons dit depuis le début. Note, la Chine aussi. La République de Chine à Taipei l'a affirmé dès 1949. Il n'y a qu'une seule Chine. N'intervenez pas, vous, les États-Unis, dans cette affaire. Les États-Unis, en revanche, disent non. Nous sommes là depuis le début et nous avons le droit, le devoir et la détermination de protéger Taïwan contre toute incursion militaire ou toute réunification forcée par la Chine continentale. N'osez même pas penser à utiliser la force. Et même si, techniquement, nous avons une politique d'ambiguïté stratégique quant à savoir si nous soutiendrions militairement Taïwan, en réalité, le président Biden a déclaré à plusieurs reprises que oui, nous défendrions Taïwan. C'est donc effectivement une situation très tendue et très dangereuse. Trois acteurs, la Chine, dont la capitale est Pékin, la République populaire de Chine, affirment qu'il n'existe qu'une seule Chine et que personne ne devrait penser autrement. Et la réunification est un impératif historique. Elle aura lieu.
Et si cela doit se faire par la force, ce n'est pas exclu. Taïwan est politiquement divisé en de nombreux groupes différents. Ceux qui disent qu'il faut prudemment maintenir le statu quo, ceux qui pensent qu'il faut viser la réunification, et ceux qui estiment qu'il faut viser l'indépendance. La vie politique à Taïwan est donc très animée. Et les États-Unis disent « Nous nous réservons le droit de défendre Taïwan. Nous nous réservons le droit d'armer Taïwan, malgré les objections de la RPC. Nous nous réservons le droit de visiter Taïwan et de rencontrer des responsables politiques. » La situation est très tendue, et cela me rappelle beaucoup l'Ukraine. Un faux pas de la part de l'un des acteurs pourrait mener à un conflit dévastateur. Je pense que c'est un bon point de rappeler que presque le monde entier reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine. Car je vois souvent des journalistes écrire quelque chose comme « La Chine pense que Taïwan fait partie de la Chine », alors qu'en réalité, c'est la position de presque tout le système international. En effet, la paix entre ces deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine, repose sur cette politique d'une seule Chine. Mais la politique d'une seule Chine des années 70 suggérait toutefois que les États-Unis se limiteraient à une coopération culturelle et économique avec Taïwan. Mais il semble que le problème aussi, qui je suppose est un peu lié à la question de l'Ukraine, a toujours été cet incrémentalisme, ces petits pas. À travers ces petits pas, on observe une présence américaine accrue et une coopération renforcée avec Taïwan. Un peu plus de liens politiques de haut niveau avec Taïwan, davantage de revendications pour une représentation politique de Taïwan dans les institutions internationales. Et cet incrémentalisme semble faire partie des préoccupations de la Chine. C'est pourquoi elle ne veut céder aucun terrain lors des négociations. Parce que si elle cède un peu, elle devra ensuite attendre l'étape suivante, puis encore un peu plus, et encore un peu plus. Mais considérez-vous ces provocations comme venant actuellement du côté américain? Comment Washington perçoit-il cela? Imagine-t-il réellement ou souhaite-t-il une guerre? Car je ne vois aucun bon résultat pour qui que ce soit. Ou s'agit-il alors d'une provocation délibérée, ou cherche-t-il à ce que les Chinois reculent? Ou, en d'autres termes, cela pourrait-il être un chemin accidentel vers la guerre? Je pense que nous devrions également prendre un moment pour revenir sur l'histoire de Taïwan, afin de bien comprendre la situation. Pendant des centaines d'années, Taïwan a fait partie de la dynastie Qing. Cela remonte au XVIIe siècle. Pendant une courte période, environ les mêmes 4 décennies que Manhattan, New York, où je vis, l'île a appartenu à l'Empire néerlandais, mais elle est ensuite revenue sous domination chinoise. D'abord sous un seigneur de guerre Ming renégat, puis sous la dynastie Qing à la fin du XVIIe siècle. Et pendant environ 300 ans, il ne faisait aucun doute que Taïwan faisait partie de la dynastie Qing. Ce n'était pas une question contestée. C'est le Japon qui a arraché Taïwan à la Chine continentale lors de la guerre sino-japonaise de 1894-1895. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande conférence des puissances s'est tenue au Caire, réunissant Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Chiang Kai-shek, le dirigeant de la République de Chine. Il y a été promis, lors de la conférence du Caire, qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la défaite des Japonais, Taïwan reviendrait à la Chine. Cela n'était pas ambigu, c'est clair. À Potsdam, lors de la conférence finale, juste après la défaite des Allemands, mais avant celle des Japonais, les conclusions et décisions de la conférence du Caire ont été reconfirmées à Potsdam, en Allemagne, par les dirigeants de la Russie, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Donc, l'idée que Taïwan fait partie d'une seule Chine est historiquement exacte. Et cela a également été réaffirmé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, cela a été réaffirmé dans les constitutions, comme je l'ai dit,
à la fois de la République populaire de Chine et de la République de Chine. La question n'était pas de savoir s'il y avait deux pays distincts. La question était de savoir qui gouvernait une Chine unifiée. Ainsi, les questions d'indépendance sont des questions récentes. Il est en fait anachronique de remettre ce point en question. C'est un développement actuel. On peut débattre de la situation actuelle, mais l'histoire, elle, n'est pas ambiguë. Bien sûr, comme l'a dit Orwell, celui qui contrôle le présent contrôle le passé, et celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Il y a donc beaucoup de tentatives de manipulation de l'histoire, mais je pense, en regardant de l'extérieur, qu'il s'agit d'une question de savoir qui gouverne la Chine, et non d'une question de deux Chines. Bien sûr, l'évolution des deux endroits est très différente. On peut tout à fait admirer les réalisations de Taïwan, etc. On peut rejeter toute forme de recours à la force. Tout cela est logique. Mais ce débat sur une Chine ou deux Chines remet en cause non seulement la diplomatie des 50 dernières années, mais je dirais aussi l'histoire des plus de 300 dernières années. Je voulais simplement mettre cela sur la table. Or, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les États-Unis armaient Taïwan. Et dans un communiqué de 1982, les États-Unis ont déclaré qu'ils continueraient à armer Taïwan, mais à un rythme décroissant, qu'ils mettraient progressivement fin à leur soutien militaire. Eh bien, nous sommes maintenant 43 ans plus tard, et le battement de tambour pour armer Taïwan, et l'expression est « comme un port épique », afin que la Chine continentale ne puisse pas occuper Taïwan, s'intensifie à Washington. C'est surtout un jeu géopolitique, si je puis dire. Les politiciens à Washington ne se soucient pas beaucoup des autres endroits. Ils se soucient du pouvoir américain, de l'influence américaine, du prestige américain. Ils se préoccupent du fait que, selon eux, le soutien de l'Amérique à Taïwan est essentiel pour la confiance du Japon et de la Corée dans la défense de ces deux pays menés par les États-Unis, ainsi que dans la présence américaine en Asie de l'Est. Ainsi, ils considèrent Taïwan un peu comme ils considèrent l'Ukraine, comme une question de prestige américain, de crédibilité et de capacité à projeter la puissance. Taïwan en soi, je ne pense pas que ce soit une priorité pour qui que ce soit à Washington. Ils sont géographiquement ignorants, culturellement ignorants et très centrés sur eux-mêmes. Donc, d'après mon expérience avec ces politiciens, ils ne se soucient pas vraiment des autres pays. Mais ils voient le prestige de l'Amérique en jeu. Et quand on parle de prestige, on sait à quel point cela peut facilement mener à la guerre. Et puis, lorsque la guerre éclate, la question du prestige devient encore plus importante. Les dominos tomberont. Toutes sortes de choses terribles arriveront si nous ne défendons pas notre prestige. Eh bien, c'est évidemment la ruine des pays et la ruine du monde. Ce genre de discours. Donc, je dirais que oui, ce serait une sorte de guerre accidentelle, mais pas un motif accidentel. Le motif, c'est la puissance américaine, la présence américaine en Asie de l'Est, la détermination américaine, la démonstration américaine envers le Japon, la Corée, l'Australie, les Philippines, l'Asie du Sud-Est. Nous sommes là, nous ne bougerons pas. Nous ne laisserons pas la Chine, c'est-à-dire la RPC, nous intimider. Ce sont ces motifs qui, en ce moment, motivent les États-Unis. Il semble simplement que, compte tenu de l'histoire que vous avez exposée, il pourrait toujours exister une solution entre Taïwan et la Chine continentale, sous la forme d'une autonomie renforcée ou quelque chose de similaire. Mais c'est la géopolitique qui complique les choses. Comme vous l'avez dit, avec l'Ukraine, l'objectif, je suppose, est de créer une Europe sans la Russie, de la repousser vers l'Asie. Mais avec Taïwan, c'est très important pour l'architecture de sécurité régionale en tant qu'élément de cette chaîne d'îles, et aussi comme un moyen possible de mettre en œuvre un endiguement économique de la Chine.
surtout maintenant qu'il devient plus difficile de rivaliser sur le plan économique. Eh bien, cela soulève un autre point qui s'inscrit dans la lignée de ce que nous avons discuté. Mais il y a deux autres aspects importants. Premièrement, selon la perspective continentale, le monde extérieur cherche à affaiblir, détruire ou diviser la Chine. Ce n'est pas faux, et cela fait aussi partie de l'expérience historique. Ce n'est pas tout à fait exact, dans la mesure où cela concerne principalement certains politiciens excessifs aux États-Unis. Mais ils existent, c'est une réalité. Ainsi, la Chine a connu ce que l'on appelle le siècle de l'humiliation, durant lequel des puissances étrangères ont divisé, affaibli et à bien des égards dévasté la Chine, à commencer par les Britanniques, comme c'est souvent le cas, en 1839, lors de la première guerre de l'opium. Ensuite, il y a eu les Français et les Britanniques lors de la seconde guerre de l'opium au milieu du siècle. Il y a eu une grande guerre civile en Chine qui a émergé de cela. La rébellion des Taiping, comme l'appellent les historiens occidentaux. Ce fut peut-être la plus grande guerre civile de l'histoire mondiale, avec des dizaines de millions de morts. Ensuite, il y a eu les incursions à la fin du siècle, la plus grave étant l'invasion japonaise de la Chine en 1894-1895, au cours de laquelle Taïwan a été perdu, et la Corée a fait le premier pas vers la colonisation, ce qui s'est produit en 1910. Puis, bien sûr, le Japon a envahi la Chine en 1931 et a dévasté le pays jusqu'en 1945, avec une estimation de 10 à 20 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de la guerre japonaise. Ainsi, du point de vue chinois, plus jamais la Chine ne sera divisée par des forces extérieures. Il y a donc une certaine névralgie particulière autour de Taïwan. Oh, regardez, il recommence. Il cherche à nous affaiblir. Il cherche à nous diviser. Cela a été une véritable dévastation. Du côté américain, les États-Unis ont été un adversaire de la Chine communiste parce qu'ils portent en eux un profond anticommunisme, même lorsque le terme est aux caractéristiques chinoises, soi-disant. Il s'agit d'une économie mixte, extrêmement sophistiquée, abondance de capitaux privés, économie mixte, un secteur public également. Mais dans la mentalité américaine, le communisme est le mal depuis un siècle, depuis la révolution bolchevique. Et dans le cas de la Chine, dès la fondation de la République populaire de Chine, les États-Unis ont soutenu Taïwan dans cette guerre contre le communisme. Puis, en 1951, John Foster Dulles, qui allait devenir le fervent secrétaire d'État anticommuniste des États-Unis sous Dwight Eisenhower, a identifié ce qu'on appelle la première chaîne d'îles, un archipel que les États-Unis s'engageraient à défendre, comprenant Taïwan, le Japon, les Philippines et Guam. L'idée était que si les États-Unis contrôlaient cette chaîne, cela limiterait l'accès de la Chine, y compris l'accès sous-marin et naval, de manière générale, à l'océan Pacifique plus large. Cela enferme la Chine, menace ses routes maritimes et rend possible des points d'étranglement sur les approvisionnements alimentaires et les ressources énergétiques de la Chine provenant de l'étranger. Cette première chaîne d'îles est devenue une partie de la doctrine militaire américaine. La Chine en est consciente. C'est encore une fois un élément de ce qui ressemble désormais presque à une guerre froide, ou peut-être une guerre froide, entre les États-Unis et la Chine. C'est donc une autre raison pour laquelle il existe cette profondeur. Non seulement, peut-être, l'impression de symbolisme de la puissance américaine, ou le désir d'affaiblir la Chine, mais aussi une doctrine militaire et stratégique. Du côté chinois, il y a une profonde conscience de l'histoire et une détermination à ne plus jamais être soumis aux puissances occidentales qui ont causé tant de dévastation, ou au Japon, qui, comme il l'a lui-même déclaré à la fin du XIXe siècle,
a rejoint le club impérialiste occidental. Je pense que cette histoire et cette idéologie sont très importantes, car lorsque l'on se retrouve dans une situation stratégique où le vainqueur rafle tout et qu'aucun des deux camps n'est prêt à céder le moindre terrain, on s'aventure généralement sur un terrain très dangereux. Et lorsque cela concerne les deux plus grandes puissances du système international, nous avons effectivement un problème. Mais oui, professeur Sachs, merci beaucoup, comme toujours, pour votre temps. Vous êtes un homme très occupé, donc je ne veux pas abuser de votre disponibilité. Je tiens simplement à dire que nous avons avant tout besoin de prudence et de paix ici, car sans l'ingérence des États-Unis, je suis convaincu qu'il y aurait de l'autre côté du détroit une solution à ces problèmes qui serait pacifique, raisonnable et surtout pragmatique. Et si le monde est, que Dieu nous aide, les responsables politiques américains font preuve de pragmatisme et de prudence, alors la paix prévaudra. S'ils sont dans l'illusion, comme ils l'ont été en Ukraine, impulsifs, arrogants, imprudents, provocateurs, alors Taïwan pourrait devenir un point de tension et un point extrêmement dangereux. C'est un excellent avertissement. Merci encore. C'était un plaisir d'être avec vous. Au revoir, à bientôt, salut. Bye bye.